Chapitre 2. Approche théorique du couple. Afin de donner à voir la manière dont le couple sera appréhendé durant cette recherche, il est important de clarifier notre conception théorique du couple. À ce titre, ce chapitre a pour vocation d'identifier les auteurs principaux auxquels je me référerai et de présenter les concepts primordiaux qui seront mobilisés par la suite. La sous-partie à venir se concentrera sur quelques concepts clés d'auteurs d'orientation psychanalytique. Ces conceptualisations auront une réelle importance durant la suite de cette thèse, d'où l'intérêt de les détailler a priori. M'inscrivant dans une approche psychanalytique des groupes, il me paraît nécessaire d'expliciter au lecteur en quoi le couple sera considéré, ou non, comme un groupe durant cet écrit. La troisième sous-partie s'y emploiera. Nous dispensons l'auditeur de la partie 2.1 relative au recueil de données théoriques afin d'épargner à l'auditeur une succession de noms d'auteurs. Il pourra s'y référer dans le support écrit. Sous-partie 2.2 Différents penseurs de l'approche psychanalytique du couple. Il est difficile de reprendre l'ensemble des travaux des auteurs ayant contribué à l'élaboration d'une approche psychanalytique du couple. C'est pourquoi je me bornerai ici à présenter quelques-unes des principales conceptualisations et des théoriciens qui occuperont une place certaine dans cette recherche. Je ne procéderai pas ici à un retour à Freud, puisque celui-ci apparaîtra au fil des pages du chapitre suivant, dans des contextes précis qui légitimeront davantage son recours. Item 2.2.1 Jean-Georges Lemaire. Il s'agit d'un des pionniers de la thérapie de couple d'orientation analytique en France. Ses travaux, mêlant psychanalyse et systémie, donnèrent quelques concepts cruciaux pour penser les ressorts psychiques, notamment intersubjectifs, du couple. Précisons que cette double approche lui valut quelques déconvenues. Comme le psychanalyste et président d'honneur de Psypha, Philippe Robert le relate, il a été très attaqué, très critiqué, pour ne pas dire rejeté, à la fois par les systémiciens et par les analystes. Quoi qu'il en soit, son approche systémique permet une réflexion et analyse des rôles, conscients et inconscients, qui se déploient dans la dyade. Son approche psychanalytique, elle, permit, entre autres, une compréhension de ce qui motive le choix du partenaire. Il se fait négativement ou positivement en référence aux imago-parentaux. C'est un processus défensif, un objet de satisfaction des désirs individuels. Il repose sur une collusion inconsciente. La collusion inconsciente est d'ailleurs l'un des concepts les plus significatifs dans le cadre de cette recherche et, plus généralement, de l'approche psychanalytique du couple. Il a inspiré des travaux d'Henry Dix, de la Tavistock, puis de ceux du psychiatre Jules Guilly. Le premier montrera qu'on choisit son partenaire en fonction de sa façon d'accueillir ce qu'on refuse en soi, chacun projetant sur son partenaire ce qu'il réprime en lui. Le second, Willy, étendra le concept en montrant que les partenaires se choisissent à partir d'un conflit inconscient irrésolu commun qu'ils cherchent à résoudre dans le couple par une distribution de rôles défensifs complémentaires, progressif ou régressif, relate Eric Smadja. Lemaire, lui, définira la collusion inconsciente comme l'articulation de projections et d'identification, notamment projectives, par lesquelles chacun confie et place à l'intérieur de l'autre une partie de soi qu'il récuse. De plus, Lemaire contribuera grandement à la théorisation du couple écouté comme un groupe, Ruffio et Heger également, en appui sur la théorie d'appareil psychique groupal, initiée par K.S. Plus encore, Lemaire proposera une étude complète des différentes phases que traverse le couple. Il montrera par exemple qu'il doit être fonctionnellement considéré comme un ensemble rythmé par des alternances de phases. Il s'appuiera notamment sur les positions kleiniennes pour étayer son argument. Nous tenterons de compléter cela dans la partie 6. Ceci en l'inscrivant dans le contexte culturel contemporain qui, à certains égards, impose quelques reconfigurations de ces phases. Aussi, ces travaux ont permis une appréhension du processus de la crise conjugale. Nous y reviendrons également dans la sous-partie 14.2. Indépendamment de ces éléments théoriques, Lemaire participera grandement à l'élaboration de la technique de la psychothérapie psychanalytique du couple en France. Item 2.2.2 André Ruffio a particulièrement contribué à l'élaboration de la thérapie familiale psychanalytique. En effet, dans un hommage à ce dernier dans Le divan familial, Alberto Heger souligne que c'est grâce à lui que la thérapie familiale psychanalytique a pu définir son champ spécifique qui se différencie des autres approches de la famille. Néanmoins, ses travaux sur le couple sont également fort précieux. Il a participé à élargir la compréhension des phénomènes groupaux inhérents à la vie coupale. C'est une unité duelle se voulant être une psyché commune, un moi unique. Le couple, cette foule à deux, se vit comme un corps unifié imaginaire. Comme il l'exprime fréquemment dans ses travaux sur le couple et la famille, l'individuel, c'est le corporel, le groupal, c'est le psychique. En effet, Ruffio s'attache à démontrer que le vécu groupal sera toujours essentiellement un vécu psychique, quels que soient ses avatars corporels fantasmatiques. Enfin, il portera une attention particulière à la place de l'amour dans le couple et à celui du désamour en son sein. D'après lui, dans un cas comme dans l'autre,
Cela repose sur une logique éminemment groupale. L'amour coupable serait une quête ou fuite groupale, comme nous le verrons dans la sous-partie 3.3. La crise conjugale serait une crise groupale pouvant conduire à une déliaison, un désamour, considéré comme un deuil groupal. Nous y reviendrons au chapitre 14. Item 2.2.3, Alberto Heger. Alberto Heger, à l'instar de K.S., Lemaire et Ruffio, a largement contribué à l'élaboration des processus spécifiques se déployant au sein de l'appareil psychique inconscient coupable. De même, il offre à l'approche psychanalytique du couple des clés méthodologiques pour mener une thérapie de couple, citons l'excellent ouvrage collectif La thérapie psychanalytique du couple. Parmi ces découvertes, l'une retiendra particulièrement notre attention dans cette thèse, celle d'une typologisation des types de couple. Normal ou névrotique, anaclytique ou dépressif, narcissique. Chaque type de couple exprime la structure inconsciente de l'objet couple. Tout couple est amené à posséder les caractéristiques d'un autre type, mais d'après lui, une structure prévalente domine nécessairement. Voici brièvement les spécificités de chaque type de couple, selon Heger. Premièrement, le couple normal, névrosé. Ce couple vient insérer intensément dans les liens libidinaux, présentant néanmoins des représentations et des identifications complexes de l'identité sexuelle, souvent inversées. Il constitue la masse des couples humains. Deuxièmement, le couple anaclytique. Le couple fondé inconsciemment sur la crainte de la perte, couple anaclytique, se structure pour dépasser le sentiment de détresse, à la fois comme défense et comme organisation groupale, qui peut émerger chez l'un ou chez l'autre des partenaires, provoquant des mésententes. Ces couples présentent des conflits autour de la fiabilité des personnes qui les entourent. Troisièmement, le couple narcissique. Dans le couple narcissique, ou le couple à partenaire psychotique, le problème du pouvoir de domination est central. Le contrôle, le mépris, la mise en lumière des défaillances de l'autre sont les aspects du profil interactif sadomasochiste. Ce sont des couples dont les partenaires n'oublient pas une parole ou une phrase, même dite bien des années avant l'entretien. Les couples narcissiques aspirent à la frustration totale. De surcroît, nous y reviendrons dans la sous-partie suivante, Alberto Heger propose une réflexion conséquente sur la dimension transgénérationnelle au sein de la dynamique du couple et de la famille. Item 2.2.4, Eric Smadja. Ce psychiatre contribuera à conceptualiser le couple comme une réalité corporelle sexuelle, socioculturelle et psychique. Bien qu'en interférence, la fréquence et le degré de leur contact dépendraient des vicissitudes de la vie conjugale, si ce n'est de la durée d'existence du couple. Il n'en demeure pas moins que chaque réalité possède des caractéristiques propres qui spécifient la conception que nous pouvons avoir de cette relation particulière qu'est le couple. En substance, il apparaît que, premièrement, la réalité corporelle sexuelle suppose que le couple est une unité biologique de procréation. Ceci puisqu'elle implique la coprésence de corps sexués ainsi que de deux organisations psychosomatiques visant la reproduction. Deuxièmement, la dimension socioculturelle induit que le couple est une unité sociale de production et de coopération économique, de reproduction sociale et d'éducation des enfants pour le couple devenu parental. Le couple s'inscrit donc dans l'espace social, au sein duquel il est un agent actif. Troisièmement et enfin, la réalité psychique implique que le couple ne peut être envisagé indépendamment des processus et des mécanismes psychiques qui s'y emploient. Eric Smadja appréhende cette réalité en ce qui s'y développe en appui sur le triptyque de l'appareillage groupal proposé par René K.S. Groupe, lien intersubjectif et espace intrapsychique. Notons qu'Eric Smadja a écrit un ouvrage d'une grande érudition et consistance historique où il reprend et explicite l'ensemble des théories majeures de l'approche psychanalytique du couple, le couple et son histoire. Item 2.2.6, quelques autres théoriciens psychanalytiques. Moins présents sans doute que les théoriciens précédemment cités, notons que Christian David, Jean-Pierre Caillot et Gérard de Scherff tiendront également une place dans cette recherche. Le psychanalyste Christian David, en ce qui concerne la notion de comblement narcissique dans les premiers temps du couple, voir chapitre 13. Caillot et de Scherff avec leur conception du couple comme objet. Le couple est investi comme objet par l'un et par l'autre des partenaires, comme psyché commune imaginaire, conception qu'il partage avec Ruffio et dont Anzieux est le précurseur, et comme espace de résonance fantasmatique. Nous y reviendrons dans les parties 4, 5 et 6. De même, Janine Puget, en ce qui concerne ses travaux sur le couple et le lien, nous accompagnera en toile de fond. La psychothérapeute belge Esther Perel, pionnière en termes d'accompagnement psychothérapeutique du couple non exclusif, nous sera d'un grand recours dans la partie 4. Bien qu'ayant des préoccupations théorico-cliniques moins portées sur le sujet du couple, d'autres auteurs nous accompagneront tout au long de cette recherche, à la star de Klein, Bion, Winnicott, Anzieux et K.S. Klein principalement ce qui concerne sa conceptualisation de position, schizoparanoïde et dépressive, d'identification projective
et la notion de relation d'objet. Des travaux bioniens, notamment les présupposés de base, l'expérience du lien intersubjectif, la fonction alpha et les processus de mentalisation. Winnicott, pour ses concepts productifs comme la transitionnalité, l'ère intermédiaire, la capacité d'être seul, le complexe de privation, tendance antisociale, ou encore la mère suffisamment bonne. Anzieux, en ce qui concerne les enveloppes psychiques et l'illusion duelle ou groupale. Caes et sa métapsychologie, dite du troisième type, impliquant des concepts tels que l'appareil psychique groupal, les alliances inconscientes, les espaces inconscients de la réalité psychique ou les fonctions phoriques pour ne citer que. Item 2.2.7. Quelques auteurs des sciences sociales. Bien que le paradigme psychanalytique soit notre modèle de référence, nous nous inscrirons, comme nous l'avons déjà exploré, dans une logique complémentariste, Devreux, transdisciplinaire, Sicone, et de la pensée complexe, Morin. De fait, certains auteurs des sciences humaines nous accompagneront fréquemment durant cette recherche, à l'instar des théoriciens et théoriciennes ci-dessous présentés. La sociologue Eva Illouz, qui offre un matériel sociologique contemporain pour lire les rapports des sujets au couple en matière de choix, d'objets notamment, de sexualité et de modalités relationnelles. Ces réflexions autour de l'impact du capitalisme financier sur l'individu enrichiront notre élaboration concernant les répercussions que peuvent avoir les mutations de notre cadre culturel sur les destins du couple. Ajoutons qu'Eva Illouz a proposé un ouvrage d'une érudition et clairvoyance certaine récemment, La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain. Ce dernier nous accompagnera tout au long de cette thèse. La sociologue Marie Bergstrom, qui a réalisé une étude sociologique conséquente sur l'histoire des sites de rencontres et leurs effets sur la dynamique de la rencontre moderne. Richard Memeteux et Alexandre Lacroix, qui ont produit 2 études philosophiques éclairantes sur les répercussions de la sexualité contemporaine sur nos processus de liaison intersubjective. Dany Robert Dufour et sa philosophie critique, sans concession, de l'influence du capitalisme sur nos vies psychiques. Ces élaborations étayeront notre interrogation sur une éventuelle psychopathologie du lien du couple, à l'heure où ce dernier baigne dans une société liquide. Au regard du recours à cette dernière notion, Bauman sera également et naturellement un penseur qui nous sera précieux. Les penseurs et les théories qu'ils ont produites étant désormais présentées, je compte maintenant proposer ma compréhension de la manière dont la réalité psychique du couple peut être pensée d'un point de vue analytique. Nous nous demanderons, doit-on écouter le couple comme un appareil psychique groupal ? Une fois encore, nous nous étayerons sur les propositions théoriques des auteurs majeurs qui nous accompagneront durant cet écrit. Sous-partie 2.3, le couple comme réalité plurisubjective. Le couple sera ici écouté comme un groupe, bien qu'il ne s'agisse que de 2 sujets engagés dans un lien intersubjectif. Pour expliciter ce phénomène, nous nous référerons à différents travaux de groupes analystes et à l'approche psychanalytique du couple et de la famille. Cependant, avant de s'engager dans cet exercice, précisons que ce postulat du couple pensé comme un groupe n'est pas légion chez les praticiens du couple. Philippe Robert rend compte de cela car pour lui, le couple n'est pas un groupe d'un point de vue phénoménologique, mais il est tout à fait nécessaire de le penser et l'écouter comme un groupe. Notre élaboration ci-dessous tentera de mettre en discussion cela. Les apports de Jean-Georges Lemaire. La question du couple entendu comme un groupe fut l'objet de différentes études dans les sciences de la psyché. Lemaire offre des arguments cruciaux permettant de saisir en quoi il peut être pensé comme un groupe singulier. Singulier si nous le comparons au groupe artificiel que les analystes de groupe et ou psychosociologues ont coutume d'accompagner. Collectif professionnel par exemple. Ce qui singularise le groupe couple repose sur 2 éléments. Premièrement, il s'agit d'un système autonome, ayant sa propre organisation, puisqu'il se crée indépendamment de l'intervention d'un tiers social ou institutionnel, hormis dans le cas des mariages arrangés. En effet, cela se vérifie dans la clinique, le praticien qui reçoit des couples a affaire à un groupe préorganisé, marqué d'histoire, qu'il, le thérapeute, ignore, avec des distributions de rôles, principes, idéologies, etc., qu'ils ont établis spontanément et communément par le biais notamment d'une collusion inconsciente. Deuxièmement, il s'agit d'un groupe secondaire qui tend à devenir un groupe d'appartenance primaire, Rouchy. Avant que le couple ne soit, les 2 partenaires sont 2 étrangers qui se rencontrent dans un espace secondarisé, travail, loisirs, site de rencontre, jusqu'à ce qu'ils s'assemblent pour former un groupe spécifique primaire, que le foyer symbolise généralement, et que la conception de l'enfant élève à celui de famille, Heger. Si le couple peut être considéré ainsi, c'est parce que, au niveau psychique, il se constitue à l'écart des initiatives sociales imposées par un quelconque pouvoir, politique ou familial, le maire. Autrement dit, selon l'auteur, il s'agit d'un groupe qui s'autorégule et s'autodétermine. Les apports de Anzieux, Ruffio, Caillot et De Scherff. Ces auteurs nous aideront à saisir en quoi le couple est à écouter comme un groupe à part entière, car différents phénomènes éminemment groupaux s'y déploient.
L'appareillage psychique. Le couple posséderait un appareil psychique propre. Effectivement, l'objet couple se noue par le biais de la résonance fantasmatique qui articule entre eux les appareils psychiques individuels. Il s'agit d'une psyché commune imaginaire, et c'est dans cet espace que les formations idéales et surmoïques communes vont se fabriquer et se transformer, Caillot et De Scherff. Autrement dit, schématiquement, l'objet couple se construit sur le triptyque suivant. L'appareil psychique individuel de A rencontre celui de B rencontre celui de A, et l'accordage de ces deux appareils psychiques individuels en forme un troisième, commun et imaginaire, celui du couple A-B. Nous verrons prochainement qu'il est parcouru et structuré en référence à des éléments transgénérationnels. Cet axe fut particulièrement étudié par Alberto Heger depuis 1984. L'objet couple. Ruffio, Caillot et De Scherff ajoutent un autre point qui nous aide à penser le couple comme un groupe. L'intronisation de la notion d'objet couple. C'est la représentation unitaire du couple qui a un corps commun et une psyché commune imaginaire. En somme, les deux partenaires forment un objet couple qu'ils se représentent comme un sujet couple. Naturellement, les auteurs mettent cela en lien avec les travaux d'Anzieu. Dans Introduction à l'étude du moi-peau dans le couple, il illustre que le couple repose sur une illusion duelle. Nous sommes un bon couple, dont chaque membre est mauvais pour l'autre, ou bien nous sommes de bons membres qui formons un mauvais couple. Pour lui, l'investissement au premier plan de chaque partenaire reste le couple appréhendé comme un objet. Le but primaire, et même originaire, du couple est d'être couple. Comme tout groupe, artificiel ou spontané, le couple le devient qu'à la condition qu'il soit envisagé comme tel, c'est-à-dire intériorisé de la sorte par l'ensemble de ses membres. Nous élargirons cette conception dans la partie 6. Cet énoncé peut être résumé grâce à la tautologie proposée par la sexologue Capucine Moreau. Un couple est un couple si lui-même se définit et se nomme comme tel. Les apports de René Caès. Difficile de parler du groupe sans se référer aux travaux de René Caès. Sa proposition d'une extension de la psychanalyse, d'une métapsychologie du troisième type, nous suggère que le couple est la combinaison de deux psychés formant une réalité psychique commune. Cependant, le couple n'est pas que cela. Il est également composé de deux sujets singuliers ayant, individuellement, une réalité psychique propre. Ces trois réalités sont en interrelation, si bien que la réalité psychique du sujet singulier concourt à la formation de celle du couple comme entité. Inversement, chaque membre du couple se constitue comme sujet et se subjective lorsqu'il noue une relation intersubjective de ce type. C'est ainsi qu'il devient sujet de l'inconscient et du lien. En cela, nous pouvons dire que le couple peut être considéré comme un groupe, dans la mesure où il en a toutes les caractéristiques, et, plus fondamentalement, car il se structure d'après les exigences de la groupalité. Une autre voie, cette fois-ci plus aventureuse, peut être envisagée. Dans un singulier pluriel, Caès nous instruit du fait qu'à nous seuls, nous sommes groupe. Il affirme que nous possédons tous une groupalité interne, en cela nous sommes sujets singuliers pluriels. Au-delà du fait que cela nous enseigne que l'inconscient est structuré comme un groupe, cela nous conduit à postuler que le couple est groupe, puisque chaque sujet singulier, au fond, est déjà groupe à lui seul. De fait, la jonction de deux sujets singuliers pluriels conduit à la formation d'une entité groupale spécifique, combinant des parts de ces deux sujets singuliers pluriels, l'objet couple. Le couple est donc à écouter comme un ensemble plurisubjectif, au sein duquel cohabitent et discutent trois réalités psychiques, celle individuelle de A, celle individuelle de B, et celle partagée de l'objet couple réunissant A et B. L'axe transgénérationnel, les apports d'Alberto Heger. Enfin, dans le prolongement de cette réflexion, un autre point de vue nous permet de dire que le couple n'est jamais véritablement un groupe à deux, Ruffio. Quelle est cette troisième entité qui le constitue ? Le maire souligne que l'objet couple est dans une référence souvent faible aux institutions sociales et aux contraintes rationnelles, et une référence forte, mais souvent inconsciente, aux familles d'origine. Cela suppose qu'un groupe n'est jamais vraiment seul à deux. Grâce, notamment, aux travaux d'Alberto Heger, nous pouvons dire que l'ombre des fantômes familiaux, des ancêtres, si ce n'est de l'entourage encore vivant du sujet, habite sa vie psychique, certes, mais s'insinue aussi dans la dynamique du lien intersubjectif qu'il noue avec l'objet électif. Cette dénomination d'objet électif désigne un type d'objet en la personne d'un partenaire. Il est investi et désigné par le sujet pour établir avec et par lui un lien avec le monde extérieur. En ce sens, il est déterminant pour les sujets puisqu'il est membre actif de la relation d'objet. Notons qu'à objet électif, des synonymes plus triviaux pourront lui être associés. Partenaire, conjoint, concubin, compagnon, épouse, époux. Ils n'ont pas la substance sémantique d'objet électif, c'est pourquoi je le privilégierai dès l'instant où il s'agira de processus psychiques, de modalités fantasmatiques ou d'un thème dont l'objet est la relation objectale. Entendu, elle, comme la relation qu'entretient un sujet avec l'objet vers lequel se portent ses pulsions,
sachant que la première relation à la figure maternelle détermine la qualité et les particularités des relations ultérieures. Barbara Smagnotto et Joël Ligezelo-Alno. Cela étant dit, si nous en revenons aux fantômes familiaux, ajoutons que l'objet couple structure son appareillage psychique commun en référence aux différents résidus transgénérationnels de l'un et de l'autre. En cela, comme tout groupe, le couple est habité par des êtres présents non physiquement, mais psychiquement. Ils orienteront à la fois les conduites, pensées, affects, la nature du lien, les identifications et projections, si ce n'est les fantasmes et éventuelles défenses que l'objet couple mobilisera. La formation des alliances conscientes, comme inconscientes, qui le constituent, est déterminée par la précédence des absents. Dans certaines situations, cela se vérifie, notamment lorsqu'émergent les conflits issus de ces voies des objets transgénérationnels. Heger. L'objet transgénérationnel est un ancêtre, un grand-parent, aïeul, ou un autre parent direct ou collatéral des générations antérieures qui suscite des fantasmes, qui provoquent des identifications, qui intervient dans la constitution d'instances psychiques chez un ou plusieurs membres de la famille. Heger. Ces dernières parlent l'un des sujets du couple sans qu'ils ne le réalisent. Pour peu que ces voix entrent en dissonance avec celles du second partenaire, le conflit oppose alors deux histoires. Cela produira soit un réaménagement des histoires singulières au profit d'une nouvelle histoire commune, une sorte de synthèse nouvelle bâtie sur les angoisses, déni, résistance, défense, identification, projection, fantasmes qu'elles induisent. Soit chacun se cramponne à son histoire singulière sans parvenir à un accordage avec celle de l'autre. Le clivage organise alors le régime d'alliance de la dyade, empêchant toute remise en récit ou en énigme du script originel. Cependant, ceci ne suppose nullement que le couple ne peut perdurer pour cette raison. Effectivement, dans certains cas de figure, comme celui des violences conjugales, il est fréquent que l'agent organisateur relève d'une alliance défensive à caractère pathologique pour reprendre la conceptualisation keynésienne. Tout ceci pour dire que l'objet couple est l'héritier de la somme, comme de l'assemblage, de deux psychés individuelles, convoquant dans la réalité psychique commune qu'ils forment des ancêtres souvent porteurs de mythes, de secrets, de traumas, d'héritage de dettes, etc.